Ça y est, bon, il est 14 h, on va... Donc bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si tout le monde est là, on est déjà 14. Ben, on va pouvoir commencer. Ouais, on va commencer. Ouais. Donc, Anne et moi, on vous propose un format un peu particulier sous forme de webinaire. Donc, en fait, on l'a choisi sous ce format à cause du contexte avec le Covid. Et en fait, cet après-midi, on vous propose de travailler sur la réglementation des monogastriques parce que la nouvelle réglementation qui rentre en vigueur amène pas mal de problématiques. Et jusque-là, on avait parlé beaucoup des ruminants et on avait eu peu de temps pour parler des monogastriques. Peut-être, Anne, aussi, on peut introduire le fait qu'il y aura un nouvel animateur du comité technique qui je pense que Sandrine Fournier voulait le faire, mais effectivement, on a réussi à pouvoir mettre en place un comité technique régional spécifique aux monogastriques bio. Et c'est Loïc Labidal des Bio du Gers qui l'animera. Et malheureusement, bon, les concours de circonstances, ça fait que cet après-midi, il est retenu, donc il enseigne auprès d'un groupe d'étudiants sur Roche, et du coup, voilà, il s'excuse cet après-midi. Donc, pour commencer, on va faire un tour de table rapide puisqu'on ne doit pas avoir le même public que ce matin. Et ensuite, on aura la présentation de Laurent Alibert sur les problématiques liées à la réglementation pour les porcs bio, accompagné d'un témoignage d'éleveurs. Et puis, donc ça pendant 1 heure, et puis après, on passera sur les volailles. Donc là où ce sera Marie Guyot du Sinalaf qui présentera les problématiques de la réglementation. Donc on n'a qu'à commencer tout de suite et je vais laisser la place à Laurent Alibert. Donc je mets la caméra tout petit peu. Hop, donc Laurent Alibert de bon. Et je t'ai laissé la main pour présenter. Et après ma présentation. Je me présente et je laisse les autres se présenter, peut-être, non? Oui, c'est comme ça qu'on voit les choses, d'accord? Donc, Laurent Alibert de l'IFIP, Institut du Porc, je suis basé en Aveyron. Et je m'occupe de production porcine biologique, entre autres de mes missions pour l'IFIP, avec une spécialisation quand même, parce que mon métier de base, c'est la nutrition et l'alimentation porcine, donc je connais un peu plus le sujet nutrition, mais je m'occupe... Je suis l'interlocuteur privilégié pour tous les projets bio au sein de l'IFIP, même si tous mes collègues peuvent être amenés à travailler sur le bio en fonction des thématiques. Voilà. Donc, je coupe ma caméra, je laisse continuer. Merci. Alors ensuite, donc moi, Anne Glandière à la Chambre régionale, et je coordonne les actions de développement de la bio, notamment au niveau des productions animales. Je me représente pas, peut-être? Si. Donc, bon, Lucille Dréon, je suis conseillère bio à la Chambre d'agriculture du Lot et je m'occupais depuis l'année dernière du comité technique viande bio Occitanie et je continuerai sur la partie ruminant et avec après Loïc donc qui sera sur la partie des monogastriques. Merci. Ensuite, dans les participants, donc Alessandra Gambarini, si vous voulez. Alors, je ne sais pas si on m'entend, oui? Oui, très bien. Ah, parfait. Non, je suis là en tant que spectatrice pour la France agricole. Voilà, étant donné que je suis les dossiers agriculture biologique, je voulais me mettre au fait de la nouvelle réglementation. Voilà. C'est une bonne occasion. Merci. Merci. Andrea, peut-être? Bon, Andrea, elle ne répond pas. Jean Arino? Allô, vous m'entendez? Oui. Oui, on vous entend. Pardon. Oui, donc Andrea Cassagne, je travaille au Biocivam de l'Aude sur l'émission filière élevage et du coup, je voulais regarder un petit peu la réglementation pour les monogastriques cet après-midi avec vous. Merci.
Donc, Jean Arinaud, conseiller spécialisé en agriculture biologique dans le département du Gers, à la Chambre d'agriculture. J'accompagne donc un projet de transformation porcine qui doit débuter au mois de septembre sur le département. Et donc, je suis là à ce titre. On a une demi-douzaine d'éleveurs intéressés. Et d'autre part, j'accompagne aussi les projets de filière volaille, notamment poules pondeuses, puisque chaque année, on a entre 3 et 5 bâtiments qui se mettent en place dans des filières longues structurées. Merci. Laura Marin. Bonjour, Laura Marin d'Interbio Occitanie. Donc, je remplace Ludine pendant son congé maternité et je suis en présence d'Aline, donc qui vient d'arriver en stage pour la structure d'Interbio et qui suivra et qui aura un sujet de stage sur l'état des lieux de la filière porc bio, en Occitanie jusqu'au mois de septembre. Merci. Après Monsieur Soulier, donc notre éleveur, ben, on aura l'occasion de présenter votre exploitation tout à l'heure, peut-être. On va passer à Lise, la Porterio. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Bonjour tout le monde, donc Lise Laporterio, conseillère en bio à la Chambre d'agriculture du Gers. Et Jean a déjà tout résumé. Alors moi, juste par contre, il faudrait que je parte à 16 h. Mais sinon, je resterai ce sera terminé à 16 h. Très bien, parfait. Après Marc. Alors, est-ce que Marc arrive à trouver? Oui, son micro. Ah non, ça n'a pas l'air de marcher. Si, c'est bon. Marc Rey, c'est ça? C'est bon. Marc Rey, donc de la Chambre d'agriculture du Tarn-et-Garonne, et je suis conseiller porcin et équin. Merci. Mathieu? Alors, Mathieu Maury, je ne sais pas s'il arrive à allumer son micro. Et oui, ça y est. Ça y est, c'est bon. Ça y est, le son était bloqué, donc je pouvais. Ouais. Bonjour, Mathieu Maury, moi je suis éleveur de brebis, coprésident de Bio-Occitanie et vice-président d'Interbio. Et en pleine dans les mises bas, c'est pour ça que j'étais pas là ce matin, désolé. Ah oui, d'accord. Merci. Mathilde? Bonjour. C'est bon. Bonjour. Donc Mathilde Durand, conseillère bio à la Chambre d'agriculture de l'Aveyron. Merci. Roseline? Celle conseillère bio à la Chambre d'agriculture de l'Aude. Merci. Après, on a les deux Sandrine. Oui. Sandrine Arel, chargée de mission à la coopération agricole Occitanie, en remplacement de Marianne Saint-Loli pendant son congé de maternité. Merci, on ne t'entend pas très bien, mais bon. Donc Sandrine Arène pour la coopération agricole. Et l'autre Sandrine? Oui, merci. Sandrine Fournier, coordinatrice régionale pour Bio-Occitanie. Voilà, effectivement, je remplace Loïc qui était retenu aujourd'hui et qui s'en excuse. Merci Sandrine. Et Stéphanie, pour terminer. Alors, Stéphanie a un souci de micro. Oui, bonjour, Fanny Rochon. Donc moi, je suis formulatrice chez Sud-Ouest Aliments. Voilà. Très bien, merci. Et donc Stéphanie Camazon, visiblement, elle a un souci de micro, qui est conseillère bio à la Chambre d'agriculture du Tarn et qui suit un groupe d'éleveurs porcins également. Voilà, donc on peut donner la main à Laurent. Voilà, donc je vais afficher mon écran. Si vous... Tu veux le mettre en mode diaporama?
La présentation, vous la voyez? Ouais, très bien. Si tu veux mettre ta caméra aussi, comme ça on te verra, mais c'est comme ça. Oui, vous voulez. Je ne sais pas si ça va bien marcher en termes de flux, parce que j'ai Internet qui rame un peu ces jours-ci, donc je préfère sécuriser. Je suis désolé, je préfère laisser que le son, si ça ne vous dérange pas. Pas de problème. J'ai peur qu'on perde un peu le fil. Tout à l'heure, ça a coupé, c'est pour ça. Pas de souci. Donc, je vais parler de la question, c'était l'impact de la nouvelle réglementation. Et puis, je vais d'abord faire une petite introduction, parler un peu aussi parce qu'on avait mis à jour nos données là, lors d'un webinaire qu'on a fait, nous, avec l'ITAB au mois de décembre. Donc, je pense que c'est intéressant de refaire un peu le point sur le contexte du port bio. Qu'est-ce que c'est le port bio en termes de chiffres pour bien le positionner. Quand même, ça me paraissait important. Montrer un peu l'évolution donc depuis 2011 de la production du nombre d'élevages et du nombre de truies bio. Donc on a presque doublé de 2011 à 2000, pas tout à fait, mais en nombre d'exploitations porcines entre 2011 et 2019, et on n'a plus que doublé du nombre de truies. Donc on reviendra un petit peu après, après les années 5-6 années un petit peu croissance lente, on a eu une grosse accélération depuis 2017, bon, qui semblerait se stagner à ce jour. Hein. Parce qu'on n'a pas encore les chiffres de... En termes de production porcine, donc vous avez mis les tonnes et les têtes, et vous voyez effectivement après une production qui tournait aux alentours de 110, 100, oui, entre 110 et 115 000, on est passé à 200 000, pardon, 110 à 150 000, on est passé à 200 000 porcs, un petit peu plus de 200 000 porcs produits en 2019, ça devrait être à peu près les mêmes chiffres, à quelque chose près en 2020. Et avec des collègues, on avait, il y a quelques années, mis un peu cette barre comme, pas un plafond de verre, mais sans doute un plateau qu'il allait falloir digérer et consolider, voilà, en termes de débouchés, hein, parce que la question n'est pas la production, enfin, de trouver des producteurs, mais bien de trouver des débouchés pour ces producteurs, puisque il y a encore des demandes de conversion, mais une difficulté à trouver des débouchés pour ce marché-là, enfin, de la part des différentes filières longues. Ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a eu une forte évolution entre 2017 et 2000. La taille des élevages a évolué entre 2017 et 2019, et on voit de plus en plus d'élevages qui ont des tailles plus importantes. Alors ça représente peu d'élevages, mais ça commence à chiffrer en nombre de truies. Il y a la part des plus de 100 truies a progressé ces dernières années par rapport à 2000. Les derniers chiffres qu'on avait regardés, c'était en 2017. Voilà. Ce qui était ça. Par contre, il y a encore un grand nombre d'élevages qui ont moins de 20 truies, mais ça ne représente que 15% du cheptel quand même. Donc on voit bien qu'il y a quand même aujourd'hui plus de 60% du cheptel qui est 50 truies et plus. Voilà. Donc on voit une augmentation de la taille du cheptel. Pour la partie production, enfin la partie porc charcutier, ben, on a le même effet. Hein. Le nombre de moins de 100 places ou 100 porcs produits par an en nombre d'élevage est important, 69%, mais ne représente que 7%. Et effectivement, on voit aussi aujourd'hui près de 50% de la production qui est produite par 7% des éleveurs, mais qui sont des ateliers de plus de 1000 porcs par an. Voilà. Donc ça, c'était quelques chiffres. Alors, pour avoir une vision, c'est intéressant de la montrer parce que pour voir un peu l'évolution du paysage français, en fait, de la production et du cheptel. Alors là, c'est cheptel truie. Alors, je me souviens des discussions que j'avais eues par le passé avec Anne, où on se disait la région Occitanie, alors Midi-Pyrénées, si on rajoute l'Occitanie, c'était une forte région de naissage. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a des régions qui ont très fortement progressé. Et notre région n'a
n'a pas bougé. 900 à 970 truies, c'est rien en part bio. Donc on voit bien qu'il y a des régions. Et alors, ce qui est à noter, c'est qu'on voit deux très grosses progressions. C'est la Nouvelle-Aquitaine et la Bretagne essentiellement, qui sont les deux grosses progressions. Donc on est plutôt sur des filières dites longues, même si d'autres régions ont progressé. On voit quand même les deux grosses progressions de ce côté-là. Donc l'Occitanie, c'est un peu voilà, la production en nombre de truies qui stagne. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des mouvements. Il y a eu des nouvelles élevages, mais sans doute des petits qui s'arrêtent. Enfin voilà. Ça, je ne pourrais pas vous en dire plus de comment ça évolue. Mais en termes de nombre de truies, il y a une légère stagnation. On a repositionné un petit peu les principaux groupements. Alors c'est vrai que j'ai pas mis dans le sud-ouest un peu enfin, les principaux groupements de producteurs qui sont Biodirect, Cavac, Sirio, Unebio Terrena et Coperle. Dans le sud-ouest, notre principal producteur aujourd'hui, c'est APO, je sais pas, enfin comme APO Paizo, les deux réunis qui commercialisent ensemble et qui sont sur l'Occitanie, sans doute le premier opérateur en porc bio. Voilà. Bon, je les ai mis en challenger APO, mais voilà, enfin, quand je dis en challenger, c'est la deuxième, on va dire la deuxième groupe de producteurs. Alors après, bon, sur cette carte, on vous a mis parce que c'est quelque chose que j'avais fait avec la FNAB et l'ITAB, les principaux sites producteurs. On voit quand même qu'aujourd'hui, je n'ai pas fait de compte, mais il y a à peu près autant de porcs bio produits par des spécialisés bio que par des groupements de producteurs conventionnels qui font du bio. Je pense que la part elle est assez équivalente aujourd'hui. Je n'ai pas fait les chiffres, mais on va pas discuter là-dedans. Donc on voit qu'il y a eu des nouveaux, il y a des mouvements un peu dans les opérateurs, il y en a des nouveaux qui arrivent, qui sortent un peu du lot, mais que même si la production arrive à progresser, elle reste aujourd'hui un peu sur un plateau et des discussions que j'ai avec les principaux opérateurs, quels qu'ils soient aujourd'hui, c'est qu'il faut consolider ce marché parce que les débouchés sont plus aussi évidents à trouver à ce jour. Voilà. Donc les problématiques, on va revenir un peu sur l'évolution des cahiers des charges, peut entraîner des coûts qui n'étaient pas pris en compte, qu'il faudra aussi être capable de digérer dans l'évolution de la production. Voilà. Les principaux circuits de commercialisation, alors ça je vous ai marqué 2017-2019 parce que ce qui est noté, c'est quand même bon, la vente directe reste à peu près égale, la restauration au foyer elle n'a pas bougé entre 2007 et 2019, 7%, 6%, ça reste des parts faibles, les artisans on peut bouger, et ce qu'on voit surtout, c'est une forte progression de la commercialisation via les GMS. Alors forcément, en pourcentage au détriment, bien sûr, des magasins spécialisés bio, puisque le reste étant par ailleurs égal. Voilà, c'est ça qui est important à regarder. Ça a une incidence sur les projets, parce que forcément, on est sur des tarifs négociés, sur des pièces plutôt que des carcasses. Donc, c'est la difficulté que l'on peut avoir avec ce marché aujourd'hui. Voilà. Donc, le contexte, il est celui-ci. Maintenant, je vais vous passer les principales évolutions du cahier des charges. Alors, je remercie la FNAB qui avait fait une partie de cette présentation lors de notre web conférence pour bio, et je suis reparti de leur présentation qui était très synthétique. Donc, on ne va pas reprendre le cahier des charges, mais bien s'attacher aux principaux points de ce cahier des charges ou de ses évolutions et leurs conséquences pour le porc bio. Alors, c'est vrai qu'on est un peu moins interactif, mais bon, si vous avez des questions, je laisse Anne prendre la parole si elle veut rebondir à un moment donné. Et puis moi, je vais essayer de vous dire, sans avoir forcément trop chiffré, quelles sont les conséquences éventuelles pour les élevages en installation ou à venir. Et puis après, on laissera parler donc Laurent qui s'est converti. Bon, je rappelle qu'il y a 2 règlements européens qui fixe la réglementation du porc bio, bon, voilà, et un guide des lectures avec une interprétation française de la règle
qui finalement est celui-ci qui nous pose quelque part quelques soucis ou discussions, en tout cas parfois un peu plus dures, voilà, pour pouvoir s'accorder entre les capacités des producteurs et la lecture du cahier des charges. Voilà. Les principales nouveautés, la première concerne la conversion. Maintien de la possibilité de réduire la période de conversion des parcours, mais suppression de la possibilité de réduire la période de conversion des parcours à 6 mois. Et le lien au sol a été augmenté avec un petit bémol, c'est que 30% de lien au sol pour les monogastriques, mais il y a toujours la possibilité de passer des accords, et la notion de région n'est toujours pas quelque chose de défini par l'Europe. Là, si la lecture française est encore assez région française administrative, je rappelle que pour le coup, on peut avoir des surcoûts, puisque au nord de l'Europe, la région reste très majoritairement pour ces producteurs, enfin ces filières-là, la région européenne. Donc ça peut entraîner quelques distorsions économiques. Voilà. Concernant l'alimentation, une nouveauté importante, c'est au niveau de l'évolution réglementaire, c'est la dérogation des 5% des aliments conventionnels. Alors, il y a une fin de dérogation à 2026, mais il reste autorisé pour les porcs de moins de 35 kg. Voilà. Après, ces dérogations, moi, ça fait depuis 2010 que je travaille dans le cochon bio, et ça fait depuis 2010 qu'on parle de la dérogation. Est-ce qu'en 2026, ce sera définitivement définitif? On en reparlera à ce moment-là. Voilà. Toujours est-il qu'on est sur ces bases-là. Pour les C2 dans la ration, c'est maximum 25% contre 30% aujourd'hui, si achat extérieur, et 100% si produit à la ferme. Concernant les traitements vétérinaires, alors il y avait le délai d'attente était doublé et au moins 48 heures. Alors il y avait des questions, mais on n'avait pas résolu cette question-là. Bon, c'est un peu cette notion de 48 heures, qu'est-ce qu'elle voulait dire? Lors de la conférence, on n'avait pas complètement eu de... Et je ne me souviens pas avoir vu passer quelque chose, parce que j'attendais mes mails, mais je n'ai pas vu passer quelque chose de clarifiant la question. Voilà, l'affaire est donc à suivre. Bon, là, par contre, on reviendra un peu sur le sanitaire un peu après. L'origine des animaux en conversion, donc porcelet pour l'engraissement doivent être bio. La constitution de cheptel, c'est des achats d'animaux non bio, mais de moins de 35 kg. Et le renouvellement est toujours autorisé en non bio avec un achat limité à 20% du cheptel. Voilà. Avec toujours une volonté d'évoluer vers de l'approvisionnement en multiplicateur bio, mais qui semble à ce jour toujours pas possible ou très difficile en France. La conversion des cochettes et des verras, c'est 6 mois. Il est impossible de convertir des animaux destinés à l'engraissement. Et la conversion de parcours, c'est 2 ans, pouvant être réduit à 1 an sous condition, alors que c'était 6 mois jusqu'à présent. Donc il y a des petites évolutions quand même comme ça qui peuvent un peu sur certains, notamment les parcours. Au niveau de l'alimentation, donc alors il y a la période d'allaitement au lait maternel est minimum 40 jours, avec l'interdiction des lactoremplaceurs, qui n'étaient pas utilisés à ma connaissance en France, enfin lactoremplaceurs sous la mer, il s'entend, alors que certains pays européens le toléraient. Donc ça aussi, c'était des choses qui permettent d'être clarifiées. Donc effectivement, aliments 100% bio avec une dérogation pour les porcelets. Et donc les 30% des aliments produits à la ferme ou dans la région, la même région, je rappelle que ce que je disais tout à l'heure, la région étant considérée comme administrative en France et canton limité. Au niveau de la santé, toujours pareil, privilégier la prévention. Les vaccins et les antiparasitaires sont possibles. Les traitements allopathiques sont autorisés, donc 1 par porc charcutier toujours et 3 par an pour les truies ou les lilas. Donc avec cette histoire de 48 heures dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un peu pas complètement clarifiée. Pour la conduite des animaux, pas de synchronisation des chaleurs. L'insémination artificielle n'est pas interdite. La castration est toujours autorisée dans les 7 premiers jours
avec prise en charge de la douleur. Alors, sur cette thématique-là, je ne vais pas m'attarder beaucoup plus, mais il y a quand même entre des volontés réglementaires, des affichages de grosses structures de production en Bretagne. Bon, il y a un gros travail qui est en train d'être fait actuellement autour de la castration en production biologique. C'est des projets qui sont en cours qui sont en conduite pour voir quelles sont les solutions à la fois pour produire du mâle entier, mais pas que, bien sûr, mais aussi pour être en capacité à bien gérer la douleur en production biologique au regard de ce qui est permis ou pas d'utiliser pour gérer la douleur. Voilà. Donc ça, c'est des travaux qui sont en cours et qui pour l'instant n'ont pas de... Mais ça sera des points sans doute de vigilance, notamment pour la conversion dans les années à venir. Alors, on parlera un peu, quand on parle mâle entier, il y a la conduite, la propreté des animaux, l'alimentation sont des points qui sont des points critiques sur le développement des odeurs. La coupe des queues et le ménage des dents sont toujours interdites et la contention des truies est tolérée autour de la mise bas 8 jours maximum. Voilà ce qu'il est écrit dans les textes. Il n'y a toujours pas d'âge minimum à l'abattage. Donc, alors sur la contention, on laissera parler tout à l'heure Laurent, puisque c'est un éleveur qui ne fait pas de contention au moment de la mise bas, donc c'est intéressant d'avoir son avis. Au niveau des surfaces, à ma connaissance, peu d'évolution sur les surfaces globales. En truie allaitante avec les porcelets, c'est 2,5 m² par truie en intérieur, 2,5 à l'extérieur. Et après, donc, une déclinaison, on va dire, entre 35 et 110, 120 kg. 110 kg étant quand même la grande majorité d'âge d'abattage des animaux, 1,3 m² à l'intérieur et 1 m² à l'extérieur. Voilà. Pour les reproducteurs, sans les truies, enfin pour les truies c'est 2,5 et pour les mâles c'est beaucoup plus. Ce qui évolue un petit peu, c'est surtout en France notre adaptation des bâtiments, puisque il y avait une notion de couverte, découverte, la présence de caillebotis, tout ça c'était des interprétations très franco-françaises et qui ont été rediscutées au regard de ce cahier des charges. Alors c'est bien franco-français, hein, tout ce que je vais dire après. C'est ça qu'il faut avoir en tête, à la fois sur la couverture et sur la présence ou non de sol avec du caillebotis, en tout cas entre l'intérieur et l'extérieur. Bon, bien sûr, c'est comme toujours des négociations longues et parfois difficiles entre les professionnels et les pouvoirs publics. Donc, ce qu'il a été acté, c'est assez récent, hein, ça s'est fait de mémoire septembre-octobre, puisque moi je suis intervenu dans une formation alimentation pro bio fin septembre et on venait, c'était presque officiel. Donc, avant on était sur des courettes ouvertes sur les 3 côtés et partiellement découvertes, sans vraiment, enfin avec, ça a été c'était obligatoire en engraissement, ça n'était pas forcément sur tous les stades, bref. Aujourd'hui, ce que dit le texte, c'est courette ouverte sur 3 côtés. Donc vous avez, alors c'est des schémas, mais rien de vaut des schémas pour comprendre, hein, c'est des schémas de principe sur la partie extérieure, avec partiellement découverte, c'est 5% minimum. Donc ça ne fait pas des gros volumes de découverture. Alors après, chacun le gérera un peu comme il l'entend. Alors ça a des avantages et des inconvénients. Le premier inconvénient que ça a toujours quand vous ouvrez un bout de toit, c'est l'écoulement des eaux. C'est que si on prend les photos que vous avez là, clairement il va pleuvoir sur la litière. Si ça pleut sur la litière, il va y avoir des écoulements de jus. Et la première chose à faire, c'est penser à recueillir les jus. Parce qu'un jus, quel qu'il soit, chargé d'azote c'est illégal. C'est illégal d'avoir ces jus qui s'écoulent sur le sol et dans la campagne. Donc, il faut absolument envisager la récupération de ces jus. Et ce n'est pas forcément ce qui avait été toujours pensé dans certains bâtiments. Donc, il faut y penser maintenant. Alors, ce n'est pas forcément compliqué à faire, mais il faut le penser, il faut le mettre.
Alors, on parle bien de la courette extérieure hein, quand on parle de ce bâtiment-là. Et aujourd'hui, il est possible d'avoir 50. Enfin, la courette doit être en dur. Alors, ça veut dire qu'on tolère le caillebotis sur maximum 50% de la courette. Alors, ça peut être un avantage, chacun le verra comme il l'entend. Mais le fait d'avoir du caillebotis en partie à l'extérieur permet justement de récupérer ces jus. Ce qui était déjà pratiqué et ce qui n'était pas autorisé en France, parce que j'en avais discuté avec différents intervenants, alors que ça a été déjà autorisé, notamment en Belgique, et me semble-t-il en Allemagne aussi. C'était des choses possibles. Voilà. Donc ça fait partie des choses à étudier. Pour moi, le point de vigilance à avoir sur cette partie-là, c'est vraiment où je découvre et comment je fais, surtout si je suis sur l'ITER accumulé, comment je fais pour limiter les zones qui vont être hyper souillées et très difficiles à entretenir et surtout récupérer tous ces jus. Ça, ce sera indispensable. Voilà. Alors, sachant que l'accès extérieur jusque-là, ben, on était un peu dans l'entre-deux, puisque si c'était toujours fait depuis le nouveau règlement, la dernière mouture règlement sur l'engraissement, avec des courettes partiellement découvertes sur le bout, voilà, avec des petites choses comme ça, ça l'était quand même beaucoup moins pour les truies en maternité, les porcelets en deuxième âge, les gestantes, c'était assez souvent le fait aussi. Voilà. Ceux qui avaient des bâtiments, ils avaient déjà une partie des courettes découvertes. Par contre, donc il y a des tolérances de mise aux normes en fait. S'il n'y a pas d'accès à l'extérieur, au plus tard le 1er juillet pour les phases d'engraissement, 2021, oui, donc c'est le 1er juillet. Pour les post-sevrage et les gestations 2026 et pour les maternités 2028. Donc il y a quand même un peu de temps pour se retourner, mais il faudra le faire. Voilà. Donc il y a quand même. Alors, je pense qu'il y a quand même quelques élevages en maternité qui n'étaient, alors pas forcément dans la région, mais qui ne l'avaient pas et qui devront se mettre aux normes. Ça pèse un peu. Et en termes d'investissement, c'est quand même assez lourd. S'il n'y a pas d'ouverture du tout sur les trois côtés de l'aire d'exercice extérieur, là, c'est quand même une part, à mon avis, assez faible aujourd'hui. C'est jusqu'au 1er janvier 2022. Si c'est couvert total à la surface extérieure, c'est au plus tard le 1er janvier 2023. Bon, après, l'espace extérieur trop petit pour le nombre d'animaux accueillis, il y a une tolérance jusqu'au 1er janvier 2025, mais enfin ça, c'est pas forcément le plus... Je pense que les cas qui nous concernent en France, c'est ce qu'on a vu essentiellement post-sevrage et maternité, à ma connaissance. Donc voilà, il y a des tolérances, mais il faut y réfléchir parce que c'est des adaptations assez importantes. Alors, pour tout ce qui est truie en plein air, notamment, enfin essentiellement d'ailleurs, le bouclage des truies, il a été interdit en 2017. Là, pareil, c'était en France, puisque réglementairement, c'était pas si clair que ça au niveau européen, et des pays continuent à pratiquer assez largement. Je pense notamment au Danemark, dont le cheptel truie bio est essentiellement en plein air et était très bouclé. Donc la pratique est de nouveau réautorisée. Sur la base d'une justification réglementaire auprès de l'OC, bon bref, fouissage excessif, problème sanitaire, etc. Ce sera pas, enfin le fouissage excessif, c'est vite fait de le démontrer quand on a des terrains qui sont labourés. Donc c'est de nouveau possible. Par contre, la prise en charge de la douleur lors du bouclage est désormais obligatoire, avec toutes ces questions autour de c'est quoi la prise en charge de la douleur. Mais bon, voilà, il faut montrer qu'on prend en charge la douleur. Et on pourra continuer à boucler les truies. Donc là, c'est au cas, enfin j'ai envie de dire, c'est à chaque éleveur de voir. Moi, j'ai vu des éleveurs qui étaient horrifiés de devoir, c'était en 2016, d'arrêter de boucler parce qu'ils voyaient bien comment allaient finir leur terrain, et puis d'autres qui disaient bah non, moi, ça me va. Donc pas de règles très précises, mais bien des adaptations à faire. Voilà. Alors, j'ai fini ma présentation, je vais remettre caméra. On peut prendre un peu de questions. Moi, en conclusion, ce qui me semble un peu les points critiques sur lesquels il y a des choses à travailler, c'est bien sûr le bâtiment.
c'est pour ça que j'ai trouvé intéressant que Laurent intervienne après moi et présente un peu son bâtiment, puisque c'est quelqu'un qui s'est converti récemment au regard de cette réglementation-là. Et puis après l'alimentation, hein, qui est bon. Alors c'est une déformation de métier puisque mon métier de base c'est la nutrition porcine, mais la problématique 100% bio, elle reste là et peut à moyen, pas à court terme, mais à moyen terme, coûter un peu plus cher à produire. Alors on le voit d'autant plus cette année, quand même, on a des marchés alimentation animale, des matières premières qui sont très tendues. Ça peut renchérir les coûts assez entre la mise aux normes des bâtiments pour certains et cette évolution sur l'alimentation 100% bio. Si on ne trouve pas de solution, c'est toujours pareil, on est toujours en train de chercher des solutions, mais on n'en trouve pas pléthore, et ben ça pourra entraîner des surcoûts. Je mets bien sûr de côté l'approche, la question de la castration qui est un autre sujet beaucoup plus complexe à traiter. Voilà. Mais ça, c'est des points de vigilance qui pourront être amenés. Alors, je parle bien de l'alimentation parce que si on n'a pas assez de protéines pour nourrir nos cochons, à un moment donné, on risque d'avoir des problèmes de performance et notamment de carcasse, qui, même si on n'a pas trop augmenté nos prix ou coûts alimentaires, ben, on aura potentiellement des baisses de performance de qualité de carcasse et donc des baisses de paiement parce que, en tout cas en filière longue, toutes les filières longues ont un prix de base, mais des plus-values liées au taux de muscle des pièces, tout simplement qui correspondent au marché qui est demandé. Je rappelle que plus de 50% du marché, c'est de la grande surface, c'est beaucoup de jambon, donc il faut des pièces. Mais voilà. Donc c'est toute la difficulté de. Ouais. Voilà. Merci Laurent. S'il y a des questions déjà ou des éclaircissements par rapport à cet exposé, n'hésitez pas. Donc, comme on a des conseillers bâtiments et des formulateurs d'aliments, c'est peut-être… Bonjour, vous m'entendez? Bonjour. Oui. Oui, donc Luc Garrigue, conseiller bâtiment à la Chambre d'agriculture du Tarn, à Albi. Oui. Voilà, donc moi, ce que j'aimerais avoir comme renseignement, et peut-être un peu plus de détails, c'est sur la partie justement accès à l'extérieur, par rapport au plan que vous avez fourni. Qu'est-ce que l'on appelle par partiellement découvert au niveau de la couvette? Eh ben, ça veut dire qu'il faut que 5%, alors je demanderai à Laurent après de préciser, son témoignage sera plus important que je vais pouvoir vous dire. Ça veut dire que, en fait, alors il faut que ce soit ouvert sur les trois côtés. Alors il y avait des dimensions, c'est au moins 50% ouvert sur les trois côtés. Et sur le toit, il faut qu'il y ait sur la superficie de toit, de toiture, oui, comme extérieur, c'est 5% d'ouvert. Voilà, c'est tout. Vous pouvez le mettre où vous voulez, c'est 5%. D'accord. D'où les infiltrations de pluie, parce que d'accord, ok. Voilà. Alors moi, quand je dis ça, c'est là le tableau, le schéma que je vous ai montré, c'est un peu le trou dans le toit. Bon, oui. Il n'y a pas que ça. D'accord. D'où la pluie, éventuellement les infiltrations de. Voilà. D'où l'exemple, d'accord, de pluie. Et quoi qu'il en soit, à partir du moment où que ce soit où vous ouvrez, il y a l'eau qui s'écoule forcément sur un sol plein un sol qui correspond à un accès au cochon. Et donc il y a risque d'écoulement des eaux, quel que soit l'endroit, et donc il faudra récupérer les jus. C'est comme ça. D'où la gestion des effluents, d'accord, et la mise aux normes de l'exploitation vis-à-vis de ça. D'accord. Voilà. Pour vous donner un exemple, moi j'étais au mois de septembre chez un éleveur en Ille-et-Vilaine. Sur ses engraissements, il avait fait, alors lui c'était plutôt tout en bout de bâtiment. Bon, il avait joué un peu sur les surfaces parce qu'il avait rajouté des nourrisseurs, je crois, ou des auges, parce qu'il voulait distribuer un peu de coproduits. Il avait fait son ouverture ici, mais il n'empêche, il faut qu'il récupère les jus ici. Laurent pourra témoigner de ce qu'il a fait après, c'est intéressant. Voilà. Mais il faut toujours pouvoir récupérer. À partir du moment où vous ouvrez, il y a un moment de l'eau qui va tomber, qui tombe sur une zone où il peut y avoir des cochons et donc des salissures, des fesses, des urines. Donc il faut pouvoir éliminer. D'accord.
Alors d'ailleurs, ben, on va passer de suite au témoignage effectivement de Laurent Soulier. Est-ce que toi, Laurent, tu as les diapos, tu peux peut-être les passer. Alors, attends, j'avais coupé mon partage, mais je peux essayer de les retrouver. Alors, comme tu avais la main. Ce serait mieux, oui. Ouais. Donc peut-être Laurent, si voilà. Donc dites-nous le temps que Laurent libère, comme vous appelez tous les deux Laurent. Pas bien. Voilà, donnez-nous déjà un peu les caractéristiques de votre élevage. Voilà, vous avez combien de truies mères Alors, ça y est. Est-ce que vous voyez ma présentation là? Oui, très bien. Alors, je vais passer. Je lui ai allumé son micro, peut-être qu'on l'avait bloqué. Bon. Ouais. Bon, on l'entend plus. Non. Donc, il a 80 truies. Alors, en 2 fois 3 bandes. Je ne sais pas s'il y arrive. Ça. On n'entend pas. Je ne sais pas de quoi ça vient parce que tout le monde a le son activé alors qu'on l'avait tout à l'heure. Le réseau peut-être qui passe pas bien. Laurent Alibert, du coup, qui connaît un peu je vais présenter là. Alors, en attendant qu'il arrive, c'est un élevage de 80 truies. Alors, c'est un élevage de porc conventionnel qui s'est converti donc sur l'année 2020, qui était, alors, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'il était à 120 truies. Alors, ils ont aussi du bovin sur l'exploitation et ils ont converti d'abord le bovin et ensuite les porcs. Sur l'élevage de porcs, il y a donc 80 truies en 2 fois 3 bandes. Alors j'ai marqué 2 fois 3 bandes parce qu'en fait c'est 6 bandes. Enfin, c'est une conduite en 3 bandes, mais il a 3 bandes décalées de 3 autres bandes, ce qui fait qu'il a 6 bandes à conduire, mais c'est comme si elles étaient conduites en 3 bandes. Je ne sais pas si je suis clair. C'est-à-dire qu'il fait une conduite en 3 bandes, mais c'est comme s'il avait 2 petits cheptels, quoi, de 40 truies. Voilà. C'est une façon de. C'était pour mieux utiliser, mieux valoriser les bâtiments qu'il avait et son aménagement. Donc, il a fait des bâtiments avec accès extérieur. Et la mise bas est en liberté et il a une alimentation, alors ce qui est FAF, parce que c'est comme ça qu'on se connaît avec Laurent, parce que ça fait des années qu'on travaille en FAF ensemble, qu'on discute sur cette thématique-là. Et alors, une particularité, c'est qu'effectivement, c'est pas si fréquent que ça quand même, en tout cas dans nos régions, du bio en soupe. Voilà, donc, il a adapté son élevage pour être. Alors, il n'est pas en particularité aussi, il a fait le choix de ne pas être en litière accumulée. Parce que ces bâtiments existants étaient tous en caillebotis, il avait une grande, sans doute, facilité d'aménagement. Voilà. Donc là, je vous présente ce que l'on peut voir, donc ces truies gestantes. Donc là, sur la partie gauche, vous avez l'accès extérieur. Et sur la partie droite, vous avez l'accès intérieur. Donc effectivement, comme je vous l'ai dit, c'est des aménagements de bâtiments. Et alors là, ce que vous voyez en premier plan, c'est le Vera. Et à côté, donc une bande de truies et avec un accès extérieur par une porte qui a été creusée. Alors, ce qu'il me disait, donc sur la partie gauche, vous voyez donc l'extérieur, et comme il est orienté plein sud, si je me trompe, l'été, il met des bâches pour faire de l'ombre autrui, parce que sinon, effectivement, elle serait en plein cagnard. Voilà. Donc ça, c'est la partie extérieure avec donc de la paille rajoutée, mais pas de litière accumulée dans le sens où on met des grosses couches de litière. Donc il y a du nettoyage assez régulier à faire. Voilà. Donc vous voyez en fond de case ici la soupe. Voilà, c'est pour le Vera, mais vous avez les truies de l'autre côté.
Alors, le bâtiment qui m'a semblé le plus intéressant, parce que j'en avais pas vu comme ça. L'Empire, alors. Pardon? Oui, alors, Monsieur Soulier va peut-être nous rejoindre par téléphone. D'accord. Alors, je l'attends. Comment vous l'entendez là? Je ne sais pas. On l'entend un peu loin. Ah, c'est pas très bon. Non. Bon, Je continue du coup? Ah non, on l'entend plus non plus. Ouais, mais pour le moment. Voilà. Donc son bâtiment maternité, alors c'est son ancien bâtiment de gestion qu'il a aménagé. Alors vous voyez au milieu, il y a un couloir. Alors en fait, c'est un couloir qui est raclé. C'était comme ça qui gérait ses gestantes. Et en fait, il a créé, il a fermé une partie de ses bâtiments. Et vous voyez avec ces portes-là, en fait, chaque porte, c'est une case maternité. Donc vous avez d'un côté, donc on va dire le côté gauche, la zone d'alimentation détruite. Donc elles ont une auge avec l'alimentation l'eau et un râtelier où ils rajoutent du foin. Ils ont une possibilité à cet endroit-là de bloquer les truies. Alors c'est plus pour, ils les bloquent pour les soins au porcelet en fait, hein, essentiellement pour pouvoir pas être embêtés pour les soins au porcelet. Parce que la mise bas, comme vous pouvez voir sur la photo de droite, elle est faite totalement en liberté avec une niche pour les porcelets et l'appareil pour les truies. Donc la possibilité pour les porcelets d'aller se mettre au chaud. Donc, de ce qu'il me disait, il y a pas trop de, on va pas dire que c'est toujours propre, mais vous voyez, la paille, elle n'est pas sale du tout. Il n'y a pas trop d'éjections qui sont faites à l'intérieur, ce qui est une des grosses inquiétudes des éleveurs, hein, quand ils se convertissent, ça serait d'avoir des trucs qui salissent les zones intérieures. Et après, en termes de performance, bon, il a eu des petits soucis sanitaires pour l'instant, donc il est en rodage, on ne peut pas trop parler de performance pour l'instant, il faut laisser les choses se stabiliser, mais pas plus d'écrasement que ça, enfin pas trop d'écrasement par rapport à ils ne sont pas trop embêtés par ça, ils sont plus embêtés par d'autres soucis sanitaires, voilà, qui sont en train de gérer. Mais pas de perte, parce que c'est une des grosses inquiétudes des éleveurs sur les misements en liberté, et lui dit non. Alors après, pour ce que j'aurais pu préciser, c'est que au début de leur carrière, Laurent et son épouse étaient naisseurs à plein air. Donc, je pense que ça aide aussi, ils maîtrisent des techniques, voilà. Ils savent comment gérer les mises bas dans des situations plus difficiles malgré tout. Donc voilà, donc au milieu c'est l'air, on va dire la zone stale. Alors je n'ai pas bien. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Très bien, ça y est. Ah, ça y est, bon. je suis là alors. Rapprochez-vous bien du micro. Oui, c'est bon là? Voilà, parce que ce sera. Donc, Laurent a présenté différentes photos de vos bâtiments. Alors, je peux revenir sur les gestantes. Voilà. Ce qui nous intéressait, c'était aussi d'avoir un peu votre retour, votre avis par rapport justement au passage en bio et qu'est-ce que vous avez adapté en fait par rapport à votre existant. D'accord, oui, bon, donc le bâtimentaire a été adapté, puisqu'avant on avait 150 prix, mais sur engraisseur, en conventionnel tout sur taille boutique. Et là, le challenge, ça fait déjà 5 ans nous qu'on est en bio sur les vaches laitières. Et bon, on avait toujours dit que bon, le bio pour les cochons, on était prêts, dans la tête partout, sauf que bon, le bâtiment, ça paraissait compliqué de pouvoir l'adapter aux normes du bio. Bon, approchez-vous bien du micro, parce qu'on n'entend pas très bien quand même. Oui, est-ce que c'est mieux? C'est un peu mieux, mais... Là, vous m'entendez bien?
Ouais. Allô? Oui, Ouais. Oui, ça va. Vas-y. bon. Donc, le principal challenge, c'était de transformer tous les bâtiments pour les passer aux normes du bio. Alors, ça a impliqué de revoir toute l'organisation de l'élevage. Là où on avait des maternités, on a mis des gestantes. Là où on avait des saillies, on a mis des post-sevrages. Là où on avait des post-sevrages, on a mis des truies gestantes. Là où on avait des truies gestantes, on a mis des maternités. Il n'y a que les charcutiers qui sont restés là où ils étaient à l'origine. Mais ça a représenté, et encore, c'est pas fini, plus d'un an de travail, quasiment tout en autoconstruction, puisque faire un bâtiment neuf, c'est assez facile à organiser. Faire organiser un élevage en fonction et en gardant les truies, c'est compliqué. Donc, au niveau des artisans, ça n'intéressait personne. Donc, par rapport à la réglementation, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est qu'il faut arrêter de changer les réglementations. Et quand on a commencé d'y réfléchir, il n'y avait pas de zone découverte obligatoire. Puis après, c'est passé à 10%. Puis maintenant, c'est 5%. Les caillebotis étaient interdits. Maintenant, ils sont autorisés. Bon, nous, on a eu de la chance. On a eu le contrôleur qui nous a, de l'organisme certificateur qui nous a informé que ça allait changer, qu'on pouvait garder une partie des caillebotis. Là, j'ai vu deux jeunes couples qui ont fait des bâtiments tout neufs, un essor-impresseur, avec zéro caillebotis. On ne leur a même pas autorisé un caniveau pour récupérer des jus là où étaient les ports. Donc, au niveau de gestion pratique quotidienne, c'est compliqué à gérer. Donc, le premier truc, c'est arrêter de changer en permanence parce que c'est ingérable pour programmer un bâtiment. Et on n'a pas tout très bien entendu et compris. Mais en gros, beaucoup de changements, sauf pour les porcs charcutiers. Oui. Et en fait, il a réorganisé son élevage. Hein. Et ce qu'il expliquait, c'est qu'il a fait un peu la valse des bâtiments et donc tout réaménager, sauf les porcs charcutiers. Et après, sa grosse question, c'était autour de ce qui était découvert ou pas, qui a évolué tout. Effectivement, on est arrivé à 5%, mais on est passé par du 10%. Alors, là, vous avez la maternité. En fait, lui, il a fait l'option puis de lumière sur 5% de la surface au niveau du couloir central, là où les truies sont censés faire leur déjection. Voilà. Donc, c'est le choix qu'il a fait. Et effectivement, il a fait le choix, comme il avait du caillebotis partout, de garder du caillebotis partiel, alors qu'au départ, c'était pas si clair que ça. Mais il a été suivi à ce moment-là, et heureusement, par son contrôleur, qui finalement, ça lui a donné raison, puisque derrière, ça a été autorisé. Alors, je vais passer au post-sevrage. Voilà. Je ne sais pas si Laurent voit les images, mais donc sur la droite, vous avez. Voilà. Je présente et tu complètes, Laurent, parce que comme il y a un peu de son. Sur la droite, vous avez l'intérieur du bâtiment avec une niche paillée, devant du caillebotis avec une zone d'alimentation en farine. Et sur la partie gauche, vous avez la dalle extérieure. Là, pour le coup, il n'y a pas de caillebotis, elle est entièrement bétonnée. Voilà. Si tu as des choses je te laisse parler, Laurent. Oui, pour le moment, l'aire d'exercice extérieure est 100% bétonnée, elle va le rester. Elle est totalement découverte. Je pense qu'il va falloir que je règle ce problème, parce que, comme on disait, sur les récupérations d'eau de pluie, j'ai la moitié de truies, 3 fromages de cochon, mais j'ai la fosse toujours aussi pleine en fin d'hiver. Alors après, il est encore en chantier. Tout n'est pas tout à fait terminé. Il est prévu de gérer justement le nettoyage et les salissures vers une pente qui permettra d'éliminer correctement les choses dans les règles. Voilà. Donc, en gros, pour s'adapter à cette nouvelle réglementation, pour les truies, il a fait le choix d'avoir un puits de lumière sur le couloir d'alimentation et... Le couloir de raccord.
Solaire de raclage, plutôt solaire de saleté, on va dire. Solaire de raclage et pour les postes sevrage, une aire d'exercice totalement découverte avec un problème après une problématique pour la récupération des eaux. Voilà. Oui, mais tout part à la fois. Et au niveau du coût? Du coût global? Oui. Le coût global, bon, c'est encore pas complètement terminé, mais on doit être autour de 150 000 €. Matériaux, main-d'œuvre extérieure, plus la nôtre qu'on ne compte pas. Alors, je vais passer très rapidement à l'engraissement. Alors, c'est un bâtiment d'engraissement assez atypique déjà en conventionnel, puisque c'est un bâtiment type Louisiane. Et donc là, c'est pareil, il a fait le choix. Donc, c'est l'alimentation souple, c'est ce que je disais, c'est quand même pas si fréquent que ça, malgré tout en bio. Donc, il y a une niche avec de la paille. Ça, c'est la partie. Alors, sur la partie droite, vous avez le bâtiment intérieur. Donc, c'est le bâtiment d'engraissement qui a été réaménagé. Vous avez l'intérieur, donc il y a du caillebotis là où il y a la soupe. Effectivement, c'est plus facile à gérer. Et je vous ai montré une photo sur la partie gauche de l'air extérieur qui est une courette au-delà du bâtiment. Donc il y a encore une partie intérieure. Voilà. Et la partie extérieure, elle est de mémoire tout sol plein, c'est ça? J'ai un trou là, tiens. À l'extérieur, tout est plein, sol plein béton. Ah, sol plein béton, la courette. Alors, faut voir que chez Laurent, une particularité aussi, c'est qu'on est sur un coteau, donc l'élevage est sur trois niveaux de hauteur. Ah oui, donc les espaces sont pas disponibles. Ouais. Merci pour ce témoignage. Est-ce qu'il y a des questions peut-être parce que on arrive à 15 heures et du coup, c'était pour vérifier qu'on déborde pas trop sur la partie volaille. Donc, concernant les porcins, est-ce que dans les participants, vous avez des questions? Bon, moi, Anne, j'ai une question parce que bon, je connais pas trop le porc. Donc, en fait, les problématiques principales, c'est sur les truies et les postes sevrage. Après, pour l'engraissement, en général, c'est plutôt… Les bâtiments sont déjà un peu aménagés comme ça, avec des aires d'exercice ouvertes. Ah non, là, c'était un gros travail à trouver et c'est pas si simple que ça. Après, il y a des contraintes, problèmes de gestion. Alors là, Laurent, il a des questions autour de la gestion des courants d'air et dans le bâtiment d'engraissement, parce qu'effectivement, aménager un bâtiment en ventilation dynamique et le mettre quand on fait des portes, forcément, on a des zones un petit peu délicates qui se créent. Il faut trouver des bons moyens pour les gérer. Donc, on en a discuté un peu ensemble. Ça se fait pas tout seul, ni si facilement. Voilà. À partir du moment où vous faites dans une ouverture dans un bâtiment fermé, il y a des petites choses qui se passent au niveau des courants d'air. Le cochon, il n'aime pas le courant d'air, en fait, contrairement. Voilà. Donc, il faut apprendre à le gérer. Il arrive mieux à le gérer dans son bâtiment post-sevrage. Bon, même s'il y a des petites choses au niveau, c'est celui qui tourne. Après, c'est un choix qu'il a fait dans la mesure où il a tout réorganisé son élevage, mais c'est au regard de sa typologie. Un élevage sur du plat, c'est parfois plus facile. Enfin voilà, ça dépend comment. Une conversion avec des bâtiments existants, il n'y en a pas deux identiques. C'est vrai. Oui. Chaque cas est spécifique. Ok. Donc, toujours pas de questions, je vois, ni dans le chat, ni… Bon, il ne nous reste plus qu'à vous remercier beaucoup, tous les deux. Donc, les deux Laurent Alibert et Laurent Soulier. Merci beaucoup pour cette intervention sur les évolutions réglementaires en élevage porcin. Et donc, maintenant, on va passer aux élevages de volailles. Pondeuses et volailles de chair. Donc, Marie Guillot,
donc, qui est la directrice du SINALAF, nous rejoint, et malheureusement pas comme organisatrice. C'est là que je ne comprends pas ce qui s'est passé. Bonjour. Vous m'entendez? Oui. Après, on a sa présentation, Anne. Ouais, du coup, je te laisse la main pour. Ok. Donc, moi, par contre, tu sais, j'ai pas trop le bon logiciel. Donc, j'espère que ça va pas. Ah, mais t'as le PDF? Eh bien, non, elle me l'avait pas envoyé, il me semble. Ah bon, ben, c'est moi qui l'ai alors. Ok. Ah ouais. Si, on l'a reçu. Ah oui, ben, tu le partages ou? Ouais, tu l'as ouvert? Je l'ai pas ouvert en PDF, je l'ai ouvert en Word, mais. Bon, alors je vais essayer de le partager. Sinon, je peux partager en attendant ça, hein, pour le moment. Hop. Alors, vous allez me dire si vous le voyez. Est-ce que vous le voyez? Oui, oui. On le voit, Anne. Ok. Voilà. Donc, je laisse Marie présenter. D'accord, donc bonjour à tous. Juste pour savoir combien est-ce qu'il y a de personnes qui écoutent? Alors, 19 participants et nous 3. Donc, voilà, ça fait 22 personnes. Bon, ok. J'espère que ma présentation sera adaptée. Donc, en effet, on m'a demandé de vous présenter les principales évolutions de la réglementation bio pour le secteur des volailles et des œufs. Et puis, j'ai quelques diapos pour parler de l'impact économique de cette nouvelle réglementation. Alors, du coup, à chaque fois, je dois vous dire de passer les diapos. Oui. Et juste pour me présenter, donc je suis directrice du SINALAF. Le SINALAF, c'est le syndicat national qui représente les producteurs de volailles et œufs label rouge et biologiques. Et on a dans nos missions notamment de suivre la rédaction de la nouvelle réglementation et voir comment elle peut s'appliquer au mieux sans que ce soit une révolution pour les éleveurs, ce qui va parfois être le cas. Alors, les nouveaux textes de référence. Marie, vous pouvez peut-être activer votre caméra? Ah bah moi, c'est ouvert, mais je ne sais pas comment. Alors, par contre, on ne propose pas grand-chose comme option. Ah non, effectivement, mais c'est là que bon, ça fait rien, je suis désolée. Oui, sinon je dis qu'on voit, mais on peut la désigner comme présentateur, je vois. Il y a eu un bug, ouais, parce que c'est la collègue qui gère les webinaires qui vous a mis dans les participants. J'essaye quelque chose, Anne. D'accord. Normalement, tu devrais pouvoir maintenant présenter toi-même. Oui, elle est rentrée en présentateur comme nous. Et elle devrait pouvoir afficher sa caméra aussi. Oui, très bien. Donc, je vais vous repasser la main. Et non, moi, je ne l'ai pas dans les présentateurs. Moi, je l'ai. Attends, alors, fais-le. oui. Non, mais... Ah, ça y est, je me vois. On vous voit. Il faut... Est-ce que... Alors, attendez, ça veut dire que je vais prendre la main sur la présentation. Excusez-nous, Je ne sais pas comment faire, là. Alors, tu as le tableau de bord à droite? Oui. Il faut que tu ailles dans Partage. Les autres participants peuvent voir votre écran. Vous voyez la présentation? Oui. Ah, bon, parfait. Bon, donc je continue. C'est bon, là, vous la voyez? Oui, parfait. C'est très bien. Alors, bon, pardon pour cette perte de temps.
Alors, donc en fait, maintenant, la nouvelle réglementation bio se compose de plein de textes et on a notamment deux règlements. Un règlement qui date de 2018, le 2018-848, et un règlement qui définit plus précisément les règles de production et en particulier pour les productions animales qui date de 2020. Donc, c'est depuis mai 2020 qu'on connaît finalement la nouvelle réglementation pour toutes les productions animales. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'application de cette nouvelle réglementation a été décalée d'un an en raison de la situation Covid et donc elle s'appliquera au 1er janvier 2022. Donc ça, c'est au niveau européen. Et au niveau français, il existe un guide de lecture qui est rédigé par l'INAO, qui est là pour aider à mieux comprendre certains points qui ne sont pas forcément clairs de la réglementation. Ce n'est pas fait pour rajouter de la réglementation, mais juste pour interpréter la réglementation européenne. Et il faut savoir que ce guide INAO est en cours de mise à jour et le sera d'ici le début de l'année 2022. Alors, je vais déjà vous présenter les principales évolutions de la réglementation bio. Ce sera, des fois, ça concernera la filière œufs seulement, d'autres fois, ça concernera à la fois œufs et volailles de chair. Et puis ensuite, je vous parlerai de l'impact sur les coûts de production. Alors, l'une des principales évolutions de la nouvelle réglementation concerne notamment les poulettes, futures pondeuses d'œufs de consommation, puisque jusqu'à présent, les poulettes n'étaient pas considérées comme bio, même si on avait déjà l'application de certains critères de la bio, notamment d'utiliser de l'aliment bio. Mais maintenant, les éleveurs sont complètement concernés par cette réglementation. Donc, la nouvelle réglementation impose des critères et notamment les éleveurs vont devoir respecter l'ensemble des règles de la réglementation bio. C'est plus des producteurs à part, donc ils devront avoir une exploitation bio, convertir leurs terres en bio, ne pas avoir d'autres poulettes non bio en même temps, etc. Et puis pour ce qui concerne les critères de production des poulettes bio, c'est notamment 10 000 poulettes maximum par compartiment. En revanche, on n'a pas de limite de taille de bâtiment. La densité intérieure, c'est 21 kg maximum par mètre carré de surface utilisable. Alors, il faut savoir qu'on a déjà fait reconnaître un tableau de correspondance qui a été validé par l'INAO, donc ça c'est en France, où on donne la correspondance en nombre de poulettes par mètre carré. C'est plus simple pour les éleveurs et pour les organismes certificateurs pour contrôler ce critère. Dans les critères aussi, on a l'obligation d'avoir des perchoirs ou des plateformes, au moins 10 cm par poulette ou une superficie minimale de 100 cm² par poulette. Et puis, un accès à des espaces de plein air avec 1 m² minimum de surface extérieure par poulette, et ce, dès le plus jeune âge et au moins un tiers de la vie de la poulette. Donc ça, c'est une vraie évolution importante de cette nouvelle réglementation. Comme on a connu ces critères assez tard, en mai 2020, on a négocié des périodes de transition pour que les éleveurs, les organisations de production aient le temps de se mettre à appliquer tout ça. Donc, ces périodes de transition sont les suivantes. C'est 8 ans pour avoir le temps d'appliquer la nouvelle surface minimale extérieure, donc avoir 1 m² minimal par poulette. Et puis aussi la nouvelle densité intérieure et la surface minimale intérieure. Et puis une autre période de transition, c'est 3 ans pour avoir le temps de mettre en place tout ce qui est perchoir et plateforme. Mais attention, la subtilité un peu bizarre, c'est que ces transitions, ces périodes de transition ne sont valables que pour les bâtiments poulettes déjà existants en bio. Ça veut dire que pour pouvoir appliquer ces périodes de transition et attendre un peu pour appliquer ces différents critères, il faut que les bâtiments soient déjà certifiés pour la production bio avant le 1er janvier 2022 et avec notamment un accès au plein air. Alors, on a négocié, ça c'est vraiment au niveau français, qu'est-ce que ça voulait dire des bâtiments certifiés bio avant le 1er janvier 2022 ? Voilà, il y a beaucoup de détails, donc je ne vais pas forcément tout détailler. On verra si vous avez des questions là-dessus, parce que je ne sais pas si dans l'assistance, il y a des éleveurs de poulettes ou pas. Mais en tout cas, ça veut dire qu'il faut avoir un simili espace de plein air pour ces bâtiments avant le 31 décembre 2021. Voilà, mais on y reviendra si vous avez des questions, parce que sinon, c'est un peu compliqué.
Ensuite, les autres évolutions de la réglementation concernent notamment l'alimentation, et ça c'est valable pour toutes les volailles, les pondeuses, les poulettes et la chair, et ça a un impact important sur le coût de production. Donc concernant déjà l'origine de l'alimentation, jusqu'à présent la réglementation actuelle imposait 20% d'alimentation bio provenant de l'exploitation ou bien de la région, sachant qu'on n'avait pas de définition pour le terme région. Et avec la nouvelle réglementation, ce sera 30%. Et on n'a toujours pas de définition de la région, même si on l'avait demandé, ça a été refusé. On voulait quelque chose d'homogène et ça n'est pas le cas. Et donc en France, région veut dire provenant de la région administrative ou à défaut du territoire national. Ensuite, pour ce qui concerne l'alimentation 100% bio, donc actuellement, on est sur une dérogation qui permet d'utiliser 5% de protéines non bio. À partir de 2022, l'obligation, ce sera d'avoir 100% bio, mais avec encore une dérogation de 5% pour pouvoir utiliser des protéines non bio. Mais ça, ce sera valable juste encore pendant 5 ans, donc jusqu'à 2027. Et aussi uniquement pour les jeunes volailles. Jeunes volailles, c'est le terme de la réglementation européenne, sachant que chaque pays doit définir ce que ça veut dire jeune volaille. Et au niveau de l'INAO, on est en cours de discussion là-dessus. Nous proposons notamment que ça veuille dire que ces jeunes volailles, c'est en dessous de la maturité sexuelle et donc c'est à 18 semaines pour les galus, donc les poulets, les poulettes. L'INAO serait a priori d'accord avec ça, mais ce sera décidé en mai, donc tant que ce n'est pas validé définitivement, on n'est pas sûr. Et ça, ce sera forcément un critère important et avec un impact sur les coûts de production. Puis enfin, il y a des évolutions sur l'utilisation des aliments en conversion. Donc, vous pouvez voir qu'on passe de 30% maximum à 25% maximum. Donc voilà, ça c'était pour l'alimentation. Ensuite, on a pas mal d'évolutions qui concernent les bâtiments et les parcours. Alors déjà, pour ce qui concerne les tailles de bâtiments d'élevage, on a des évolutions. Alors, tout d'abord pour les pondeuses. Jusqu'à présent, la taille maximum, c'était 3000 poules par bâtiment, sans limite de taille d'exploitation. Alors, c'était bien normalement 3000 poules par bâtiment, mais il faut savoir que personne n'appliquait ça déjà. Et même en France et dans beaucoup d'autres pays, c'était déjà appliqué d'avoir 3000 poules par compartiment avec plusieurs compartiments par bâtiment. La nouvelle réglementation va être plus claire puisqu'elle dit désormais que la taille maximum sera bien de 3000 poules par compartiment, sans limite de nombre de compartiments par bâtiment ou par exploitation. Et cette réglementation dit que les compartiments doivent être séparés par des cloisons pleines ou bien semi-pleines ou bien des filets ou des grillages. Donc ça, c'est la réglementation européenne. Il n'y a pas de limitation par bâtiment et par exploitation. Ceci dit, je rappelle que quand même en France, on a une démarche qui s'appelle œuf de France et on a une recommandation interprofessionnelle du CNPO qui est l'interprofession œuf et auquel on s'est associé au niveau du SINALAF et qui recommande d'avoir 12 000 poules maximum par bâtiment et 24 000 poules maximum par exploitation. Donc voilà pour la filière pondeuse. Pour les volailles de chair, ce n'est pas tout à fait la même chose. Jusqu'à présent, on a une taille maximum de bâtiment de 4800 poulets par bâtiment et puis une limite de 1600 m² maximum par exploitation. Alors ça va changer. On va désormais avoir une taille maxi de 4800 poulets, non plus par compartiment, mais par bâtiment. Avec la non plus par bâtiment, mais par compartiment, pardon, je suis désolée. Et on va avoir la possibilité désormais d'avoir plusieurs compartiments dans un même bâtiment. Et la limite qui reste, c'est 1600 m² maximum par exploitation. Et puis, ce qui est précisé, c'est les types de compartimentation qui sont différents entre les poulets et les autres volailles de chair. Pour les poulets, les compartiments doivent être séparés par des cloisons pleines ou semi-pleines, des filets ou des grillages. Et en revanche, pour les autres volailles de chair, la séparation physique doit être solide et complète. Ceci dit, je me permets d'indiquer qu'au niveau du SINALAF, qui représentant une grande partie des productions bio, on n'est absolument pas pour avoir des grands bâtiments. Et pour nous, la limite de 4800 poulets par bâtiment doit continuer à être respectée. Il y a aussi, avec cette nouvelle réglementation, des évolutions concernant les bâtiments.
notamment sur les vérandas, les volières et les perchoirs. Alors tout d'abord sur les vérandas, dans la réglementation actuelle, il n'y a rien comme limite. C'est quelque chose qui concerne en particulier la filière pondeuse, c'est plutôt dans ces élevages où on trouve des vérandas ou qu'on appelle des jardins d'hiver, mais maintenant la nouvelle réglementation définit bien le terme véranda et n'utilise pas le terme jardin d'hiver. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec cette réglementation, les vérandas ne compteront plus dans la surface de bâtiment à partir de 2025. Donc, ça ne comptera plus pour calculer la surface utilisable et qui compte notamment pour calculer l'effectif des pondeuses. En revanche, alors c'est un peu subtil, mais la Commission européenne a compris quand même que beaucoup d'éleveurs en filière pondeuse avaient ce type d'annexe extérieure de bâtiment, donc ils ont appelé ça comme ça. Et cette annexe extérieure de bâtiment, finalement, la réglementation considère qu'elle peut être prise en compte pour le calcul de la surface intérieure et de la densité d'élevage, mais à condition qu'elle soit couverte, isolée afin que les conditions qui y règnent ne soient pas celles du climat extérieur, qu'elle soit accessible 24 heures sur 24 et avec des longueurs de trappe vers l'intérieur d'au moins 2 mètres par 100 mètres carrés de la surface intérieure et vers l'extérieur d'au moins 4 mètres de trappe par 100 mètres carrés de la surface intérieure. Alors c'est un peu compliqué, mais ça veut dire que les vérandas actuelles, si les éleveurs veulent qu'elles puissent continuer à être intégrées dans la surface intérieure pour permettre de garder l'effectif actuel de pondeuse, il faut absolument qu'elles soient isolées et accessibles 24 heures sur 24. S'il n'y a pas toutes ces conditions respectées, elles ne pourront plus compter dans la surface de bâtiment. Donc voilà. Ensuite, pour ce qui concerne les volières, les systèmes à multi-étages, pour l'instant, il n'y avait rien de précis dans la réglementation actuelle, pas de limitation. Eh bien, la future réglementation est claire à ce sujet. Elle interdit les étages pour les volailles de chair et elle les permet pour les poulettes et pour les pondeuses, mais avec des limites. C'est 3 niveaux maximum, dont le sol, donc ça veut dire le sol plus 2 niveaux, à partir de 2030. Il faut aussi que les niveaux supérieurs soient équipés d'un système efficace d'évacuation des effluents d'élevage et que l'ensemble doit permettre aux pondeuses de bouger librement, d'accéder facilement notamment au parcours extérieur. Donc voilà pour les volières. Et enfin, pour les perchoirs, actuellement, on avait déjà des obligations en pondeuse et ça ne change pas. Donc, c'est 18 cm de perchoir par pondeuse minimum. Et en revanche, on n'avait pas d'obligation de perchoir pour les volailles de chair et maintenant, ce sera imposé par la nouvelle réglementation, donc qui impose d'avoir soit des perchoirs, soit des plateformes surélevées, soit les deux. Et l'ensemble doit pouvoir offrir une longueur de perchoir minimale de 5 cm par poulet ou une plateforme surélevée d'une superficie minimale de 25 cm² par poulet. Alors, ces 5 cm, ces 25 cm², c'est aussi valable pour les pintades. Je crois que ça augmente pour les gros animaux, mais voilà, je ne l'ai pas mis dans ma présentation pour ne pas surcharger. Donc ça, c'est une vraie évolution pour les éleveurs en volaille de chair. Enfin, en ce qui concerne les parcours extérieurs, donc actuellement, on avait très peu de contraintes. La réglementation actuelle dit surtout que les volailles doivent avoir accès à l'extérieur au moins un tiers de la vie des volailles. Et là, dans la nouvelle réglementation, c'est précisé qu'elles doivent avoir accès à l'extérieur dès le plus jeune âge, avec une obligation nouvelle d'accès à l'extérieur en poulette. Et donc, en se basant sur cette obligation d'accès à l'extérieur dès le plus jeune âge, au niveau du guide de lecture de l'INAO, il y aura une précision pour les pondeuses, c'est qu'elles doivent sortir au plus tard à 25 semaines. C'est comme en label rouge finalement. Et puis, pour ce qui concerne les parcours extérieurs, il n'y avait pas spécialement de caractéristiques définies dans la réglementation actuelle. Et dans la nouvelle réglementation, c'est précisé que ces parcours doivent être couverts en majeure partie de végétation, composée d'une grande variété de végétaux. Et à partir de 2030, il y a un nouveau critère qui s'applique, c'est que le rayon maximum du parcours doit être de 150 mètres. Il peut être étendu à 350 mètres si, en revanche, il y a des abris pour protéger les volailles des intempéries, des prédateurs qui sont répartis à intervalles réguliers sur toute la superficie du parcours. Et parmi abris, on peut entendre des arbustes, des arbres, mais aussi des petits abris. Voilà.
J'ai bientôt terminé sur les évolutions. Vous dire quand même qu'il y a d'autres évolutions, c'est l'interdiction des mutilations. En revanche, on peut encore avoir de l'épointage qui est possible dans les 3 premiers jours et c'est en fait considéré comme une dérogation. Donc au niveau de l'INAO, on va voir comment gérer facilement cette dérogation. En revanche, par exemple, pour les pintades, les jointages sera désormais interdit. Et puis une autre évolution, c'est les délais de conversion des parcours. C'est 1 an. Jusqu'à présent, il y avait la possibilité de réduire cette durée de conversion à 6 mois. Ça, c'est supprimé. En revanche, avec de nouvelles conditions, et je n'ai pas forcément le détail, ça devrait être possible de réduire la conversion des parcours à 0, mais si on justifie le fait qu'il n'y a jamais eu de produit utilisé sur les parcelles pendant un certain temps. Voilà. Il y a d'autres évolutions qui ne sont pas pour tout de suite, mais qui sont importantes à avoir en tête, c'est concernant les reproducteurs et les poussins. Actuellement, on n'a pas l'obligation d'utiliser des poussins bio. On peut utiliser des poussins conventionnels de moins de 3 jours et puis on applique une période de conversion. Avec la nouvelle réglementation, c'est encore le cas, mais seulement jusqu'en 2037. Et à partir de 2037, la réglementation prévoit l'obligation d'utiliser des poussins bio produits à partir de reproducteurs bio. Alors d'ici là, la Commission européenne doit faire un rapport sur la disponibilité en repro-bio, en poussins bio. Ça, c'est en 2029. Et si jamais ce rapport montre que c'est difficile d'en avoir, peut-être qui prolongeront la dérogation, mais ce n'est pas sûr. Donc, il faut que la filière se prépare à ça. Et pour ceux qui voudraient déjà produire des poussins bio avec des repros bio, c'est possible. Et la nouvelle réglementation définit des critères de production de repros bio, ce qu'on n'avait pas pour l'instant dans la réglementation actuelle. Il faut savoir que ces critères sont très contraignants et notamment avec l'obligation d'un accès au plein air de 4 mètres carrés de parcours par repro, ce qui est un peu, beaucoup contraignant et un peu rédhibitoire a priori pour les accouveurs. Mais bon, voilà, ceux qui voudraient en faire le peuvent. Et puis, il va y avoir la mise en place d'une base de données nationale pour connaître la disponibilité en poussins et en poulettes bio. L'idée, c'est d'aider les éleveurs à trouver des poussins bio ou des poulettes bio. Donc voilà, ça c'était pour une synthèse des évolutions de la nouvelle réglementation. J'ai quelques diapos maintenant sur l'impact de ces évolutions sur le coût de production. Là, c'est uniquement pour la filière des œufs bio. Marie, peut-être qu'on pourrait, juste avant d'aborder cette question un peu plus économique, on pourrait demander aux participants s'ils ont déjà des premières questions ou d'éclaircissements sur la première partie de ta présentation. Oui, voilà. Il n'y a pas de problème. Vous avez la possibilité de poser vos questions en activant votre micro. Bonjour Christophe Roussia. Merde. Oui, bonjour Christophe. Voilà, donc moi je suis éleveur de volaille. J'ai 2 bâtiments de 4000 poulets. Je voulais savoir d'abord, les parcours, c'est à partir de 2030. C'est pour 2030 la nouvelle réglementation. Les rayons de parcours, c'est ça? Oui, oui. Oui, c'est ça. 2030, bon. Ensuite, je vois moi, on me met que 4000 poulets par bâtiment, ce qui est largement suffisant, mais on a le droit d'aller jusqu'à 4800. C'est ça. Oui, c'est ça. Et c'était déjà le cas. C'était le cas. Mais il faut respecter la densité maximum de 10 poulets par mètre carré. Ah, d'accord. Donc en fait, oui, j'ai pas forcément tout remis, mais parce que ça n'a pas évolué cette densité. C'est-à-dire que si vous avez un bâtiment de 400 mètres carrés, vous pouvez mettre que 4000 poulets. Bon, mais ok, merci. Alors, Luc, tu voulais prendre la parole? Oui, juste sur la base nationale là, de données, elle sera effective à partir de quand? Je ne sais pas, je sais que c'est l'APCA qui y travaille. En fait, elle va être effective dès le 1er janvier 2022. Enfin, du moins, il y aura un embryon de base de données
opérationnel au 1er janvier 2022. L'INAO a validé l'outil proposé par le FIBEL, donc qui est un organisme suisse, pour la gestion la mise en place de cette base de données. Et donc, c'est pas la proposition de la PCA qui a été retenue, ni celle de la FNAP d'ailleurs. Et par rapport aux volailles, ben, je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'il va y avoir dedans. Déjà, on s'inquiète un peu sur certaines filières de petits ruminants de connaître un peu le contenu. Donc, ça va faire partie des discussions avec l'INAO pour cette année 2021. Ok, merci. Est-ce qu'on laissera un temps d'échange à la fin de la présentation complète ou est-ce qu'on parle déjà du point de vue des producteurs pour eux par rapport à cette présentation qu'est-ce qui pourrait être le plus problématique ou le plus difficile pour l'adaptation? Qu'est-ce que tu en penses? À mon avis, je peux peut-être vous parler des coûts économiques parce que si vous parlez de l'impact pour les producteurs, ça va ensemble et… Ça marche. Donc, on continue avec ce volet économique. D'accord. Donc là, on a fait faire une étude. Donc, c'est CNPO et Sinalaf avons fait faire une étude à l'ITAVI, Institut technique de l'aviculture, cet été. Enfin l'été 2020, pardon, le temps passe, parce qu'on a bien vu qu'il y aurait un impact très important sur la filière œufs bio et on voulait absolument que tout le monde ait conscience de cet impact, notamment jusqu'à la distribution pour qu'il y ait une bonne prise en compte de ces coûts de production. Donc, ce qui a été identifié dans cette étude et ce qui a été ciblé, c'est les deux principales causes de hausse des coûts dès 2022. Ce sera l'alimentation 100% bio des pondeuses et puis toutes les nouveautés concernant les poulettes bio. Alors, tout d'abord, les conséquences sur le coût de production d'un aliment 100% bio. Il y a évidemment le coût de l'aliment 100% bio qui en lui-même est important, mais il y a aussi des contraintes fortes sur les apports en protéines et en acides aminés essentiels et ça a des conséquences avec notamment ce qu'on a pu noter pour les éleveurs, les organisations de production qui connaissent déjà ça, c'est des dégradations technico-économiques, une baisse de la productivité, une baisse du calibre des œufs, une dégradation de l'indice de consommation et donc c'est tout ça qui a été pris en compte dans cette étude. Et puis pour ce qui concerne les conséquences sur le coût de production de l'obligation de poulettes bio, c'est un ensemble de choses qui ont été prises en compte, notamment les investissements nécessaires à l'adaptation des élevages, bâtiments et parcours, mais aussi les frais supplémentaires liés à la gestion d'un atelier bio parce qu'il y a des contraintes sur le plan d'épandage, il y a la certification en plus, une réévaluation nécessaire de la rémunération des éleveurs et puis il y a toutes les conséquences technico-économiques là aussi, de la baisse de densité, baisse de taille des lots, hausse de la mortalité a priori, augmentation de la consommation d'aliments, etc. Donc c'est tout ça qui a été pris en compte dans le cadre de cette étude et l'ITAVI a fait cette étude avec plusieurs OP et éleveurs pour que voilà, ce soit basé sur des coûts, des estimations réelles. Et les conclusions de cette étude, c'est que les évolutions induites par ces deux contraintes de la nouvelle réglementation induisent a priori un surcoût de production de l'œuf bio d'environ 15%. Donc, c'est vraiment pas négligeable. Et ça se décompose de la façon suivante. 45%, c'est lié à une moindre productivité des poules avec le passage à un aliment 100% bio pour les pondeuses. 40% de ce surcoût, c'est lié au coût alimentaire supérieur indice de consommation, etc., lié au passage à l'aliment. Donc, vous voyez que le passage à l'aliment 100% bio a un impact énorme. Et puis, c'est 15% du surcoût qui est lié à l'augmentation du prix de revient de la poulette. Mais sachant que dans le prix de revient de la poulette, n'a pas été pris en compte dans cette étude l'alimentation 100% bio des poulettes qui arrivera là dans 5 ans. Et puis, en plus de tout ça,
il y a des coûts indirects non négligeables pour les opérateurs qui n'ont pas été pris en compte dans l'étude et on cherchait vraiment, au moment où on a présenté ça, à alerter tout le monde, y compris la distribution, pour comprendre que cette réglementation, notamment en circuit long, mais peut-être aussi en circuit court, va impacter vraiment des changements parce que c'est un élevage différent, des poulettes en plein air qui demandent une nouvelle technicité, une adaptation des éleveurs, de comprendre, de s'habituer, un savoir-faire, savoir à quel moment sortir les poulettes, etc. Désormais aussi, les élevages vont devoir être dédiés à la production de poulettes bio. Donc, ça va entraîner une réorganisation importante en termes de planning et puis des risques de rupture plus importants. On pense notamment, on ne le souhaite pas, mais quand il y a des problèmes sanitaires, des lots salmonelles, faut avoir prévu avoir des poulettes en rab ou alors c'est une rupture. Voilà. Et tout ça, en plus, ne prend pas compte d'autres évolutions coûteuses à venir. Donc, je l'ai déjà dit, l'alimentation 100% bio pour les poulettes, mais aussi potentiellement l'obligation de poussin bio en 2037. Et puis, on parle beaucoup dans la filière œuf de l'ovosexage, mais voilà, ça, c'est une discussion plus large. Voilà, bon, j'avais fait une synthèse, mais c'est juste pour dire que c'est beaucoup de nouvelles contraintes pour tout le monde, les éleveurs, les OP, les fabricants d'aliments. Il y a beaucoup de questions techniques à résoudre et forcément un surcoût de production qu'on espère et qui sera répercuté jusqu'au consommateur. Mais ce que j'ai oublié de dire en intro, c'est que quand même, l'objectif de cette nouvelle réglementation, on peut y voir beaucoup de contraintes, surtout dans la filière œufs bio. Mais l'idée de la Commission européenne, c'était quand même d'avoir moins de dérogations pour avoir un secteur plus bio, que ça ait une meilleure image. Et l'idée dans toutes ces contraintes, quand même, ce sera qu'il y a des éléments à valoriser au milieu de tout ça et avec peut-être une meilleure image et notamment des poulettes qui vont dehors, voilà, etc. Voilà, donc j'ai terminé, puis je vous laisse poser vos questions maintenant. Oui, mais on va compter sur l'agence bio pour nous aider à communiquer effectivement sur ces nouveaux atouts et sur l'image des produits bio, notamment français. Donc, merci Marie. C'est le moment des questions, peut-être justement avant de laisser un producteur et puis peut-être aussi les fabricants d'aliments nous apporter leur témoignage également. Oui. Alors Christophe, à nouveau, vous avez la main levée ou c'était… Oui, oui, vous m'entendez. Au niveau des perchoirs, c'est pour 2030 aussi ou avant les perchoirs? Pour les volailles de chair Oui. Non. Oula, c'est vrai que j'ai pas révisé ça. Alors, ah, peut-être. Il faut que j'aille vérifier ça. Ah. Parce que bon, ça fait 200 mètres de perchoir par bâtiment quand même. Hein, 5 oui, c'est la folie. Alors moi, je vous conseille plutôt de mixer avec des plateformes. Non, mais c'est le nettoyage qui fait peur. Hein. Ouais. C'est le nettoyage. Hein. Là, moi, ça pose souci quand même. Je pense que les perchoirs, en effet, je suis désolée, c'est vrai que ma présentation initiale était sur les œufs bio et j'ai rajouté des choses sur les volailles de chair et je n'ai pas vérifié. Alors, attendez. C'est l'avantage du direct. Je ne sais pas comment on va mettre 200 mètres par bâtiment, par contre. Hein. Attends, je regarde, moi je crois que j'ai quelque chose aussi. Sinon, je vais vérifier là pendant qu'on parle. Et puis, les superposer. Non, mais c'est énorme 200 mètres. Hein. Oui, c'est énorme. Là, c'est bon. Ah non, mais nous, on n'a pas arrêté de leur dire à la Commission européenne, on est allé les voir quasiment exprès pour ça, pour les perchoirs, pour leur dire que oui, c'était pas possible, mais… Ben oui, parce que moi j'ai des parcours arborés, les poulets ils se perchent sur les branches. Hein. Oui, c'est ça. Voilà. Le principe, c'est qu'ils aillent dehors, mais… Parce que là, ça, c'est déjà bouclé au niveau de l'INAO. Il y a plus de discussion possible là-dessus?
Ah oui, ça c'est sûr. De toute façon, là, c'est pas au niveau de l'INAO, c'est défini dans la réglementation européenne. Alors, les Et comment exploitations. ça se passe dans les autres pays d'ailleurs? Parce que Alors, c'est 1er janvier 2025 pour les perchoirs. 25, parce que, je ne sais pas comment on va circuler dans les bâtiments avec 200 mètres, même s'il y a des niveaux. Hein. C'est quand même, ça complique la tâche, hein, les perchoirs. Bon, 2025. Donc là, il ne peut pas y avoir du tout au niveau du guide de l'INAO, même si c'est écrit dans le règlement, une interprétation comme quoi si sur les parcours il y a de quoi se percher. Non, parce que l'INAO ne peut pas surinterpréter ou dévier quelque chose. Non, c'est malheureusement c'est comme ça. Bon, on a 4 ans encore. il y a une question qui indirectement, je pense, elle se pose aussi par rapport à l'ensemble des évolutions en matière d'investissement dans les élevages qui sont dues à cette évolution réglementaire. Est-ce qu'il y a des moyens, enfin, ou des aides financières possibles, je ne sais pas, au niveau justement des volailles, est-ce que on peut mobiliser des subventions pour adapter les élevages à ces nouvelles obligations? Alors, dans le cadre du plan de relance, je pense que vous en avez entendu parler, qu'il y a des possibilités d'aide aux investissements pour la biosécurité et pour le bien-être animal. Et nous, on n'avait pas fait passer ces critères aux interprofessions œufs et volailles de chair pour que ces critères de la nouvelle réglementation puissent bien rentrer dedans. Donc, c'est maintenant au niveau de chaque région où il faut que les producteurs ou les représentants des producteurs aillent négocier ça pour qu'il y ait vraiment des aides de la région pour accompagner ces investissements. D'accord. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Juste. Laurent, Luc plutôt, à nouveau. Luc, oui, voilà. Par rapport aux investissements, je sais qu'au niveau de la région Occitanie, il existe ce qu'on appelle le pass élevage. Oui, mais c'est sur voilà, un plafond de 12 000 €, donc c'est… Voilà, en fonction après de la mise en place de… Peut-être certaines exploitations peuvent être intéressées. Ouais, ce genre d'investissement peuvent être peut-être mis en avant dans l'éligibilité des matériaux et des investissements. Quoi. Ouais. Effectivement, c'est peut-être pas prévu. Par exemple, les perchoirs. Ouais. Comme les perchoirs, il y a une obligation pour 2025. Peut-être que sur les prochains passes élevage au niveau de la région, peut-être intégrer ces investissements. Tout à fait, pour des petites exploitations. Ça peut s'envisager. Après, sinon, il existe le PCAE mesure 411. Donc là, on est sur du bâtiment avec un minimum de travaux de 15 000 € hors taxe. Oui, tout à fait. Mais on rejoint là la ligne aussi du plan de relance qu'évoquait Marie Guyot. C'est le même dispositif. Oui. Peut-être de voir sur le passé élevage, du coup. Ouais. Sur les petits investissements. Alors voilà. Justement, peut-être, comme pour l'instant, il n'y a pas l'air d'y avoir d'autres questions. Christophe Garoussia, donc donc si vous pouvez nous dire en quelques mots un peu, nous présenter votre élevage de poulets de chair. Oui. Ben bon, moi c'est tout simple. J'ai 2 bâtiments de 400 mètres carrés avec 4000 volailles par bâtiment. Voilà, et des parcours que j'ai couverts en agroforesterie en partie et une partie qui est dans les bois. Et je ne sais pas quoi vous dire de plus, hein, j'achète l'aliment, je travaille avec Maïsadour. Et voilà. Voilà. Mais nous dire un peu par rapport à ce que vient de nous présenter Marie, nous dire un peu votre ressenti par rapport à ça, ce que vous voyez comme problématique et comment vous voyez les choses en 2022, quoi. Ben, en 2022,
Plus tard. Oui, ça dépend. Et après, il y a certains règlements qui s'appliquent plus tard, mais oui, voilà, 2022. Après, c'est quoi, 2025, 2030? Il y a différents seuils. Donc, 2022, ça concerne quoi? L'aliment, non? Je ne sais plus. Oui. L'aliment, bon, moi, je ne suis pas. Bon, je ne sais pas comment dire, moi, hein, je ne me fais pas l'aliment. Donc, déjà, ça me concerne moyennement. Enfin, je ne sais pas comment ça va se passer. Hein. Bon, apparemment, le prix de la volaille est indexé quand même en filière longue sur le prix de l'aliment. Donc, normalement, ça devrait rien changer. Normalement. Voilà, j'ose l'espérer. Voilà. On va laisser parler fabricant d'aliments du bétail pour bio. Oui. Et je crois qu'il y avait une question de Jean Rino aussi. Mais je voulais simplement dire que Maïs Adour, enfin Sud-Ouest Aliments, depuis plusieurs années, depuis 4 ou 5 ans, a fait des essais et a élaboré des coûts économiques pour le passage au 100% bio. Il faut savoir qu'en Espagne, c'est une pratique qui est déjà en place. Et pour avoir participé donc au projet CASDAR et à des suivis d'élevage il y a 4 ans avec Sud-Ouest Aliments, donc au niveau perte de l'efficacité alimentaire, c'est vrai qu'on avait une érosion de 4 à 7% de l'efficacité. Et en matière de coûts, voilà, on n'était pas dans les proportions qui ont été présentées, mais on était entre 8 et 12% voilà, de coûts supplémentaires liés à l'alimentation, ce qui fait qu'il y avait une réelle érosion au niveau de la marge. Alors, comme dit Christophe, bon, s'il y a une compensation sur le prix du poulet, je pense que ce différentiel-là devait être absorbé. Alors ça, je ne sais pas non plus où en est Sud-Ouest Aliments et Maïs Adour, mais ils vont pouvoir peut-être répondre par rapport à cette question. J'ai vite calculé le coût. Allô? Oui. Bon, on consomme à peu près 50 tonnes d'aliments par bande de poulet, hein, dans mon cas. Donc, si j'écoute Jean, il y aurait un surcoût de 50 € sur le prix de l'aliment. Ça ferait un impact de 2500 € par bande de poulet. Voilà, le surcoût d'aliments. Oui. Fadia, Fouragnan, si vous voulez rajouter justement. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Ok, non, juste une précision par rapport à Christophe qu'on livre en aliment, c'est que lui, il n'est pas concerné par 2022, puisque en 2022, c'est par rapport aux animaux qui auront plus de 18 semaines. Hein. Ah, ben voilà. Ah oui. Alors, mais ça, oui, on n'est pas encore tout à fait sûr parce que tout le monde n'est pas d'accord avec ce seuil des 18 semaines. Mais en effet, si c'est ce seuil qui est retenu, voilà, au moins en volaille de chair, il y a encore 5 ans pour se préparer à cette évolution. Voilà, je voulais apporter cette précision. Et après, moi, c'est plus un partage d'expérience que je peux faire pour rebondir sur la présentation de Marie, puisque nous sommes présents sur le marché espagnol, puisqu'on a créé une société en Espagne. On s'est associé avec un professionnel de l'agriculture en Espagne. Et, du coup, on est présent sur le marché de la nutrition animale en Espagne et principalement sur la partie bio. Donc, bon, il faut savoir qu'en Espagne, la réglementation elle se joue davantage au niveau des régions et qu'il y a pas mal de régions qui ont déjà opté sur le 100% bio. Donc, nous, on a fait le choix de travailler avec des gammes 100% bio sur la partie Espagne. Alors, on n'est pas allé jusqu'à faire des essais comparatifs avec les gammes 100% bio et les gammes avec 5% de matières premières conventionnelles. Donc là, je parle principalement de la pondeuse. Mais ce que je peux dire, c'est que en fait, si on compare aliments 100% bio et aliments avec 5% de matières premières conventionnelles, en fait, c'est pas très comparable parce qu'on n'est pas dans la même catégorie en termes d'acides aminés, de protéines, de matières grasses. On n'arrive pas à faire un 100% bio, ce qu'on arrive à faire en 95% bio. Et les principales limites, moi, que je pourrais mettre en avance avec l'expérience qu'on a sur la partie Espagne, sur la pondeuse, le fait de travailler avec ces aliments 100% bio qu'on peut qualifier de moins sécurisés, c'est qu'il y a la partie début de ponte qui est sensible parce qu'en fait, quand les poulettes, quand elles arrivent à 17-18 semaines d'âge, elles ne sont pas encore adultes. Donc, elles ont encore des semaines et des mois à passer pour atteindre le poids adulte. Et en même temps, on leur demande aussi de pondre, de faire le pic de ponte. Donc, on les sollicite. Donc, il y a cette phase qui est importante. Après, bien sûr, des indices de consommation plus élevés, ça a été dit dans la présentation. Au niveau des calibres des œufs, moi, je dirais plutôt que, en fait, il faut faire attention au calibre des œufs parce qu'on a tendance à aller vers des gros œufs
parce que on travaille davantage avec les tourteaux de soja et les tourteaux de tournesol qui sont des matières premières qui sont grasses. Et donc on a des aliments qui sont plus gras et ça favorise donc des calibres d'œufs plus importants. Donc, il y a une limite à ce niveau-là à bien gérer, bien manager le calibre de l'œuf pour avoir un taux de ponte qui tienne. Et après, ce qu'on voit aussi, c'est que travailler avec des aliments, comme on l'a dit, qui sont plus gras, on note aussi des poules qui sont plus fatiguées. Donc, il faut travailler beaucoup en préventif pour les aider au niveau hépatique. Donc, il y a des solutions qui existent avec des produits liquides dans l'eau de boisson pour faire des traitements au niveau hépato. Enfin, voilà, donc ça, c'est les principales limites que je peux partager. Moi, il y a 3 points importants qui ressortent de notre expérience. Le premier point, c'est sur les matières premières, c'est d'avoir des matières premières, donc et principalement les tourteaux, parce que les acides aminés, on va les chercher dans les tourteaux de soja et de tournesol. Donc d'avoir ces tourteaux de qualité haute pour monogastrique. Donc quand je parle de qualité haute, c'est-à-dire de les avoir réguliers, des qualités régulières et des qualités aussi, bien sûr, on parle de cuisson, puisqu'on sait que si c'est trop cuit ou pas assez cuit, pour faire simple, les acides aminés ne sont pas disponibles pour les animaux. Donc nous, on a fait le choix en 2012 d'investir dans la société Soja Press avec Terre du Sud et on est bien content d'avoir fait ça pour pouvoir maîtriser la qualité des tourteaux. Donc ça, c'est le premier point fort, le premier point important, on va dire. Le deuxième, pour moi, c'est d'avoir un plan alimentaire bien segmenté pour pouvoir du coup adapter l'aliment qu'il faut au bon moment. Voilà, et éviter d'avoir notamment un calibre d'œuf qui s'envole. Et le troisième point dont je veux parler aussi, c'est la qualité des poulettes, bien évidemment, en 100% bio. Si on reçoit des poulettes qui ne sont pas régulières, avec des retards de poids, ça va être plus compliqué pour la suite, à rattraper. Ouais. Voilà, après je crois qu'il y a ma collègue Fanny du service formulation qui est là. Si elle a des compléments à faire, je lui laisse la parole. Alors peut-être qu'elle n'est pas là. Non, Voilà, mais bon, moi je vous ai fait un point, une synthèse de notre expérience sur la partie espagnole. Elle était là en début d'après-midi, mais elle a dû repartir. D'accord, ok. C'est pour ça. Merci pour les infos. Et donc après, peut-être s'il y a d'autres producteurs ou sinon, Christophe, pour terminer sur le témoignage par rapport au bâtiment, parce on s'en était arrêté à l'événement. Donc oui, c'est vraiment... Oui, c'est-à-dire vous voulez que je parle du bâtiment des futures normes ou de quoi? Oui, voilà, comment vous voyez un peu pour vous l'adaptation ou... C'est toujours plus de travail. C'est toujours plus de travail, voilà. C'est ça le souci, quoi. Et chaque fois qu'il y a une modification, c'est un travail de plus pour l'éleveur. Voilà. Et je pense là au nettoyage et à la circulation des bâtiments, parce qu'en bio, quand même, on a besoin de passer dans tous les compartiments, partout. Hein. Si on veut pas être, voilà, parce qu'on n'a pas les antibiotiques quand même. Et avec tous ces perchoirs, moi j'ai peur que ce soit une galère. Voilà. Je vous le dis, il y en a un peu marre qu'on nous rajoute tout le temps du travail, de nettoyage. On fait du travail, quoi, c'est tout. Si c'est mieux rémunéré, pourquoi pas. Mais je ne suis pas sûr, quoi. Le point le plus délicat, ça va être ça, oui, effectivement, d'arriver à... C'est affreux, le nettoyage, hein, parce que les fientes, elles se collent sur les tubes, là. Elles se collent. Vous comprenez? Alors, voilà, hein, bon, moi, c'est le seul truc qui m'inquiète, c'est ça. Et en plus, là, nous, on est en grippe aviaire. Bon, moi, je ne l'ai pas eu, je touche du bois, hein, mais je suis vide et je plains ceux qui auront des problèmes sanitaires avec des crottes qui vont rester collées sur ce genre de trucs, quoi. C'est 200 mètres à nettoyer, c'est pas rien. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 200 mètres, c'est énorme. Hein. Déjà qu'il y en a ras le bol de nettoyer les bâtiments. Et voilà, c'est quand même, c'est là, ça va freiner du monde, d'après moi. Voilà, c'est un peu. C'était aussi un peu C'était un peu aussi ma question. Pour vous, ça pourrait remettre en question le fait d'être en bio ou pas? C'est juste des contraintes supplémentaires ou ça pourrait remettre en question le fait d'être en bio?
Ben moi, non, mais enfin, moi je vois que, enfin, bon, maintenant moi j'ai 54 ans, hein, donc bon, je parle plus comme un jeune, mais je vous avoue, l'âge avançant, je réfléchis à réduire le boulot. Donc forcément, au lieu de faire 3 bandes par an, eh ben, je vais en faire 2. Voilà, je vous le dis de suite, je vais en faire 2 bandes et je pense que je ne serai pas le seul. Voilà, il y en a. Vraiment, ces histoires de nettoyage, c'est lourd. Voilà. Moi, je vous le dis, c'est lourd, quoi. Voilà. Moi, je me suis mis en bio pour ne pas utiliser de produits chimiques pour désinfecter. Voilà. C'est sûr, quand on a des produits chimiques, ça simplifie la chose. Mais j'ai pas envie d'en respirer, quoi. Voilà. À part le nettoyage et la circulation des bâtiments, quoi, dans les bâtiments. Oui, bien sûr. Voilà. Bon. Après, on s'adaptera forcément. Forcément, on va s'adapter. On n'a pas le choix, hein. Contraint, forcé. Voilà. Mais c'est un peu quand même. Je vois pas pourquoi on aurait des parcours arborés et qu'on nous oblige à mettre des perchoirs dedans, quoi. C'est ça. Oui, est-ce que c'est pas, enfin, c'est ce qui me semble un peu paradoxal. Est-ce que c'est pas une surinterprétation justement au niveau, alors d'après ce que vous dites, Marie, c'est au niveau de la Commission européenne, quoi. Enfin, c'est là que on est on est quand même surpris déjà aussi au niveau des ruminants par certaines interprétations de l'administration française. Alors on se dit si même au niveau européen, ils n'ont pas pris soin de vérifier aussi la faisabilité enfin, ou l'opérationnalité de certaines mesures alors que effectivement les poulets sont une grande partie de leur vie dehors. Ça pose question sur le devenir des agriculteurs, quoi. Ah oui, oui. Alors, le problème, c'est que ce qu'il faut que vous compreniez, enfin, tout ça là, on l'a largement expliqué à la Commission européenne, à l'administration française qui nous représente à Bruxelles. Le problème, c'est qu'une réglementation, ça se fait d'une manière très compliquée. C'est une proposition faite par des administratifs de la Commission européenne sur laquelle doivent se mettre d'accord d'un côté les représentants des États membres, ça veut dire des représentants du ministère de l'Agriculture de chaque pays, donc qui sont des gens plutôt administratifs qui ne connaissent pas forcément l'élevage. Et puis de l'autre côté, c'est le Parlement européen, donc c'est les députés européens aussi qui ne connaissent pas forcément l'élevage. Et ils sont nourris de tout ce que les professionnels leur apportent comme information. Et le problème, c'est qu'une réglementation européenne, ça fait la synthèse des pratiques et des volontés de l'éthique de 27 pays. Et malheureusement, l'élevage en plein air, c'est plus facile, c'est plus développé dans les pays du Sud, en France notamment. Et dans les pays du Nord, même s'ils ont un peu d'élevage bio avec du plein air, les animaux sortent peu et donc ils ont besoin de dire qu'à l'intérieur des bâtiments, les animaux ont quand même des outils de bien-être. On parle d'enrichissement des bâtiments et qu'il y a donc des perchoirs. Et nous, on a eu beau leur expliquer que pour nous, le plein air, c'est vraiment le plein air et on ne va pas mettre des perchoirs à l'intérieur si on veut que les poulets aillent dehors, ils ne comprennent pas. Et en plus de ça, il y a un mouvement des ONG qui travaillent sur le bien-être des animaux qui demandent qu'on mette de toute façon des perchoirs dans les bâtiments, même pour les productions plein air. Et on le voit en label rouge, c'est arrivé ces 2 dernières années. On a un cahier des charges, notamment l'étiquette du bien-être animal qui note de A, B, C, D, E les productions, demande des perchoirs en production plein air. Donc voilà. Et quand on dit aux ONG qu'on ne va pas mettre des perchoirs alors que les animaux doivent aller dehors, ils nous disent oui, mais il y a les 7 premières semaines de la vie des poulets où ils sont à l'intérieur des bâtiments, où il faut bien qu'ils aient des perchoirs pour pouvoir exprimer leur comportement. Voilà. Et on a fait de notre mieux auprès de la Commission européenne. Il faut savoir que les critères, les tailles de perchoirs dans le projet de la Commission étaient beaucoup plus importants. Ils ont vraiment réduit par rapport suite à nos demandes, mais voilà, on n'a pas pu faire mieux et malheureusement, c'est une synthèse européenne.
Oui, donc comme dit Christophe, il faut s'adapter à ces Disons que, nouvelles règles. en fait, ces perchoirs, c'est vrai qu'aujourd'hui, il en faudrait quelques-uns. Je vais vous dire pourquoi. Parce que les poulets qui sont faibles, les faibles se font piquer. Donc, s'ils ont un refuge, ça peut être le perchoir. Bon, là, ça serait bon, voilà. Parce qu'aujourd'hui, les labels qui mettent des perchoirs, ils n'ont pas 200 mètres par bâtiment. Hein. Ils ont peut-être 100 mètres maximum. Non, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ils n'en ont pas autant. Et la bio, l'idée de la bio, c'est de faire toujours plus que les autres aussi. Ben ouais, mais 200 mètres, enfin, moi, je regarde, c'est énorme. Hein. C'est énorme. Hein. C'est des barres dans tout le bâtiment. Hein. Je ne sais pas comment on va faire pour élever les poulets avec 200 mètres de tubes dans les bâtiments. Voilà. Là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense qu'il va falloir une réaction quand même des professionnels, quoi. C'est pas possible. On ne peut plus travailler là. Hein. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions ou demandes de précision de la part des participants? Est-ce que la présentation pourrait être partagée? Oui, bien sûr. On va vous l'envoyer, donc à tous ceux qui ont suivi le webinaire, et on la mettra après à disposition aux membres du comité technique régional. Donc, il est pile 16 heures. On a commencé un peu en retard, mais on peut peut-être s'en tenir là, sauf si vous avez d'autres interventions. Non, je ne dirais pas. Oui, merci en tout cas, Marie, c'est très clair. Et moi, j'en ai une. Avec plaisir. J'ai une intervention. Oui. Comment se fait-il, alors je ne sais pas si c'est chez tout le monde pareil, qu'on ait un contrôle bio par bande de poulets? Ah oui. On n'a pas un contrôle annuel, c'est tout. Parce que c'est 3 fois, il faut payer 3 fois le contrôle quand même. Alors ça, je ne sais pas. Je regarderai quel est donc l'INAO a harmonisé le plan de contrôle auprès de l'ensemble des organismes certificateurs de la bio. Je regarderai ce qu'il en est. Mais ouais, je ne sais pas, Marie, si vous avez une réponse à cette... Oui, c'est bien ça. En fait, il est vrai que normalement, en bio, c'est un contrôle par an. En revanche, il y a une autre réglementation qui s'ajoute en poulet, c'est la réglementation sur le terme fermier, qui est une réglementation européenne et qui oblige à avoir un contrôle par bande. Et voilà, il se trouve qu'en France, les poulets bio sont des poulets fermiers. Donc, l'INAO a fusionné ce fait-là et ce contrôle par bande vient du fait que c'est des poulets fermiers. Et donc là, ça veut dire qu'il faut payer 3 fois. D'accord. C'est dans le forfait. Ben oui. C'est dans le forfait annuel. Ah, c'est un forfait annuel. Ah, il vient 3 fois le contrôleur. Donc, ben, il ne vient pas gratuitement, je passe par moi. Comment? Non, ça m'étonnerait aussi. Moi, mais... je paye un forfait annuel, mais. Oui. D'accord. Okay. Alors moi j'avais posé cette question à nos adhérents du CINALAF, voilà, parmi lesquels des organisations de production du Sud-Ouest, et tous m'ont dit qu'il ne fallait pas changer ça. Bon. Donc voilà. Là, c'est un peu au-delà du bio, en fait. Moi, moi, je pense que merci pour votre participation. Ok. On n'entend plus. On n'a pas entendu. Non, c'est pas. Oui, je voulais répondre à la remarque. Non, c'est pas au-delà du bio. C'est vraiment une règle strictement bio auquel s'ajoute une autre réglementation. Maintenant, je pense que ce serait négociable, mais personne n'a demandé de négocier. Donc voilà, statu quo. Oui. Ouais. Mais enfin, c'est particulier aux volailles qui s'inscrivent dans une autre réglementation. Oui, c'est ça. Okay. Bon, ben en tout cas, merci beaucoup pour votre intervention, Marie, vos témoignages, Christophe et Fabien. Et donc, nous vous envoyons à vos adresses mail le support de cette présentation et en vous remerciant beaucoup pour votre participation.
Merci. 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 Au revoir. Merci. Au revoir.